Ensuite, en deuxième position, on va voir les conditions socio-économiques de l'époque moderne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'époque moderne, sur le plan économique, était basée sur l'exploitation agricole. C'était une économie agricole essentiellement au début. Une économie agricole à ses débuts, pendant la période classique. Et qui parle d'agriculture parle de main-d'œuvre. Alors, on sait que l'époque médiévale également était basée sur l'agriculture, de telle sorte que les seigneurs, en complicité avec l'Église, surexploitaient les serres. C'est cette surexploitation basée sur l'agriculture qui va provoquer une mutation de l'agriculture vers l'industrialisation. C'est-à-dire de nouvelles personnes fortunées, avec des fortunes personnelles, vont s'approprier de grands espaces agricoles, avoir leur propre terre, qui n'est plus sous la direction de l'Église, mais des terres appartenant à des particuliers, et qui emploient des paysans libres, de toute soumission, d'assujettissement de l'Église, et donc des salariés. Et ces travailleurs libres, ces paysans libres, qui travaillent pour ces nouveaux propriétaires terriens, vont avoir naturellement des conditions beaucoup plus meilleures, des conditions de travail et des conditions de rémunération beaucoup plus meilleures. Donc du coup, l'Église va, dans sa pratique d'exploitation sur la base de son statut de propriétaire terrien, va s'affaiblir et laisser la place, laisser l'agriculture donc entre les mains de particuliers avec leurs employés qui ne sont plus les serfs de l'époque médiévale, mais qui sont plutôt des paysans tout court et des paysans libres travaillant pour un salaire. Et donc ça, c'est la première étape. Par la suite, l'agriculture va bénéficier d'une certaine mécanisation. Les conditions de travail vont s'améliorer et la productivité va s'accroître, va s'intensifier à telle enseigne que il va falloir penser à une industrialisation de l'agriculture. Donc l'agro-industrie va commencer à partir de l'époque médiévale et moderne. L'agro-industrie. Et là, ce serait un double emploi. À la fois, les paysans vont migrer aussi vers ces emplois d'usines consacrés à la transformation des produits agricoles et ensuite destinés à la consommation. Bref, c'est ici l'existence, sinon la naissance du capitalisme qui commence, surtout avec les écrits d'Adam Smith. Adam Smith, l'anglais, qui va écrire sur la richesse des nations, l'origine sur la richesse des nations, et qui explique clairement que le salut de l'humanité, la richesse, le confort passe nécessairement par l'entrepreneuriat privé et par le travail et le vrai travail. Donc pour cela, les uns et les autres, notamment les particuliers, vont davantage s'investir et le capitalisme, c'est-à-dire la richesse basée sur le capital, va voir le jour. Et l'État et l'Église vont perdre leur monopole, leur contrôle de l'économie. C'est ce qui est très caractéristique de l'époque moderne. C'est la chute du pouvoir économique de l'Église et de l'État.
et le renforcement des particuliers et donc du système capitaliste. Donc c'est en gros ce qu'il faut retenir des conditions socio-économiques de l'époque moderne. Enfin, nous allons parler de quelques grandes figures, surtout en philosophie, de l'époque moderne. Bon, la liste à ce niveau est très longue, mais il faut retenir que si nous devons parler de grands penseurs, de philosophes de l'époque moderne, René Descartes, un philosophe français, René Descartes, reste le penseur emblématique, la figure incontournable de cette époque-là. Puisque il aura même les penseurs de l'époque, la période classique de l'époque moderne. Pendant la période classique, on a Descartes qui a inauguré même la période sur le terrain de la philosophie, et on a les héritiers de Descartes qu'on appelle les grands cartésiens, qui sont un peu, pas dans le même pays, mais un peu éparpillés en Europe. On a essentiellement les trois. Il s'agit de Leibniz en Allemagne, et de Malebranche en Angleterre et de Spinoza en Hollande. Donc on a Baruch Spinoza, c'est un Hollandais. On a Nicolas Malebranche, anglais. Et on a Leibniz, qui est allemand. À ces grands cartésiens, il faut ajouter aussi Emmanuel Kant en Allemagne. Emmanuel Kant. Il faut également ajouter d'autres auteurs français, tels que Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, et d'autres penseurs anglais tels que Berkeley et l'italien Vico, etc., etc. Donc la liste, comme je l'ai dit, elle est très longue, mais essentiellement, nous devons retenir ces différents auteurs, René Descartes et Spinoza, qui feront l'objet de nos analyses, de notre étude sur l'être et le devenir. Donc le cours prochain, on va voir ce que Descartes pense de l'être et du devenir, quelle est sa position, quelle est sa démarche pour arriver à identifier l'être, et ensuite comment il perçoit le devenir de l'être. Et puis, ce serait le tour de Spinoza pour les cours qui vont suivre. Voilà en grosso modo ce que nous pouvons retenir sur les conditions socio-économiques de l'époque moderne.